Alors nous sommes à présent dans la galerie des serres du château de Fontainebleau, dans ce qu'on pourrait appeler l'aile Henri IV du château. C'est-à-dire qu'à partir de 1600, alors qu'Henri IV, le premier des rois Bourbons, mais aussi le dernier des princes valois, c'est peut-être le plus grand bâtisseur de Fontainebleau après François Ier, il étend encore le château en bâtissant cette grande aile où se superposent la galerie des serres dans laquelle nous nous trouvons et la galerie de Diane, qu'on appelle aujourd'hui galerie de Diane, mais qui était la galerie de la Reine, donc à l'étage, et tout ça autour de 1600. Cette galerie des serres, eh bien, elle porte bien son nom, vous le voyez, aux têtes de serres et aux bois de serres qui scandent les travées. Le décor de cette galerie des serres, il est dû à un artiste, Louis Poisson, qui représente en fait une sorte de galerie des châteaux au sein même d'un des plus grands châteaux de la couronne de France. Donc vous allez le voir, on va redécouvrir tous ces domaines royaux extraordinaires, tous les grands châteaux de France, Chambord, Madrid, le Louvre, Vincennes, Compiègne, ils y sont tous sur les murs de cette galerie des serres. Alors cette galerie des serres, elle a également été le théâtre d'un événement funeste qui est l'assassinat de Monaldeschi, l'écuyer de la reine Christine de Suède en 1657, ici dans cette galerie, à quelques pas de là où je me trouve à cet instant précis. Alors évidemment, elle était invitée, elle séjournait en France à l'invite de Louis XIV, donc ce meurtre dans la galerie des serres du château de Fontainebleau, ça ne faisait quand même pas très propre pour l'image de la réception diplomatique dont il s'agissait, et on ne sait pas vraiment, alors on connaît par le menu la manière dont les choses se sont passées dans la galerie, mais on ne sait pas exactement les causes réelles de cette perte de faveur fatale de Monaldeschi, mais en tout cas, d'un point de vue officiel, on a voulu couvrir ça par une histoire de trahison diplomatique. Alors comme je vous le disais, la galerie des serres du château de Fontainebleau, c'est une galerie de châteaux, un catalogue de châteaux. Et c'est la mode à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe que ces galeries de châteaux. Pensons aux magnifiques projets des plus excellents bâtiments de France, publiés en 2 volumes en 1576 et 1579 et dédiés à Catherine de Médicis, qui sont vraiment une sorte de couverture par la gravure de ce que sont les plus beaux châteaux de France, de Fontainebleau à Compiègne, en passant par Écouen, par Chantilly, par Chenonceau. Ils y sont tous, les grands châteaux de la France du XVIe siècle, et ici dans cette galerie des serres du château de Fontainebleau, eh bien, ils sont peints sur les murs et ils représentent la puissance royale, cette puissance du territoire que constitue le château et son environnement, puisque vous le voyez, certes vous avez le château, sa façade, son volume, mais vous avez aussi les routes, l'environnement qu'il y a autour de lui. Alors parmi ces châteaux, il y en a qu'on connaît bien, qu'on reconnaît. Il y a ici le château de Saint-Germain-en-Laye, saluons au passage nos amis également confinés du domaine de Saint-Germain-en-Laye et du musée de l'archéologie nationale. Saint-Germain avec le château neuf, les grands jardins, la petite maison du théâtre, mais on voit aussi des châteaux qui ont disparu, qui n'existent plus aujourd'hui, comme ici par exemple ce petit bijou qui était le château de Madrid. Le château de Madrid, il est construit vraiment en partant from scratch, de rien, par François Ier en 1527, après la douloureuse captivité qui a suivi la bataille de Pavie. Et donc ce château de Madrid, il est placé comme ça à l'orée du bois de Boulogne, et il était, et c'est ce qui a fait vraiment sa célébrité, toute la façade était revêtue de terre cuite émaillée due à l'atelier de Girolamo della Robbia. Donc c'était véritablement une forme de château de porcelaine, en tout cas de terre cuite émaillée, avant l'heure, avant les projets de ce type qui auront lieu au XVIIIe siècle. Et le château de Madrid a aujourd'hui complètement disparu. Alors vous voyez les routes, vous avez voilà, le Longchamp, la plaine de Boulogne, le village de Boulogne, et puis on avance dans la galerie et on découvre encore d'autres châteaux. Ici vous avez Verneuil. Alors Verneuil, il a été offert à Gabriel d'Estrées et on pense qu'il est possible qu'Androuet du Cerceau lui-même ait conçu cette fantasque architecture de façade que vous voyez. Alors dans le recueil, dans les plus excellents bâtiments de France de du Cerceau, il y a un ensemble de projets qu'on appelle les bâtiments à plaisir. Ce sont les bâtiments pour le plaisir, conçu par la pure fantaisie de la création mentale de l'architecture. Et Verneuil évoque un peu ça. Alors dans le plan de Verneuil, vous avez cette espèce de petit tempietto de façade ouvert là qui est absolument formidable. Ça c'est vraiment une création d'architecte très fantasque, typique de cette folie de la fin du XVIe siècle dans la création architecturale, qui nous éloigne vraiment de la mode castrale et nous rapproche voilà, du château décoratif.
Nous sommes au centre de la galerie des serres du château de Fontainebleau, devant certaines des plus grandes créations architecturales de l'histoire de France. Vous voyez ici le château de Chambord. Donc, saluons à cette occasion également nos amis du domaine de Chambord, le château de Chambord dont on reconnaît bien sûr immanquablement l'architecture. Mais la galerie des serres abrite également un autre grand trésor. Je vous l'avais dit, Primatis est parti à la demande de François Ier à Rome en 1540 avec comme objectif de prendre des empreintes, de faire des moules à partir des grandes sculptures du pape au Belvédère, les grands antiques, l'Apollon du Belvédère, l'Ariane endormie, l'Hercule Farnèse, etc. Donc il fait cela, il se rend à Rome, il prend ces empreintes qui arrivent, il y a un certain nombre de caisses qui arrivent par bateau, qui arrive en France et puis qui arrive à Fontainebleau, et on installe véritablement une fonderie dans le château de Fontainebleau. Il y avait également un atelier de tapisserie, mais également une fonderie, donc tout est fait sur place. Ici tout est local à Fontainebleau, donc c'est ici qu'on va fondre les bronzes d'après les antiques du Vatican. Donc Primatis, finalement, il faut imaginer cet artiste, ce peintre qui est également architecte, dessinateur, enfin qui sait à peu près tout faire, mais il faut l'imaginer prendre les empreintes de ces antiques, c'est-à-dire le rapport assez charnel, physique qu'il va avoir avec ses sculptures et qui va avoir une influence assez forte sur ses créations ultérieures. Donc la plupart des bronzes du Vatican, des antiques du Vatican, on les retrouve fondus en bronze à Fontainebleau, à commencer par la merveilleuse Ariane endormie qui est ici à Languy sous les volumes du château de Chambord. Donc il faudra aussi observer à quel point le travail de surface des bronzes est travaillé par Primatis. Donc certes, il faut les fondre, il est assisté en cela par un autre Boulonnais, Vignol, qui va l'aider à terminer cette œuvre. Et puis beaucoup de questions se posent quant à la volonté de Primatis de se démarquer de l'original. La position du bras est un petit peu différente sur l'Ariane endormie de Fontainebleau par rapport à celle du Vatican, ou alors est-ce que c'est un problème avec les moules, est-ce que certains moules ont disparu, vous le voyez par exemple sur la Vénus pudique, eh bien elle ne tient qu'un tout petit mouchoir qui semble largement insuffisant pour sécher son corps de déesse au sortir des eaux. Eh bien normalement elle a un beaucoup plus grand pan de drap et une hydrie à ses côtés. La composition est donc différente, donc on s'est posé la question de savoir si finalement Primatis avait volontairement modifié certaines compositions, si certains moules s'étaient brisés, s'il y avait eu des défauts, des problèmes à la fonte. Enfin, le mystère reste encore sur vraiment les moindres détails de la création des bronzes de Fontainebleau. Parmi les merveilleux bronzes de Fontainebleau fondus par Primatis, donc ici même pour le roi François Ier, eh bien, il y a cet Hercule, ce monumental Hercule, donc le héros vraiment de l'Antiquité, représenté dans toute la vigueur de sa virilité et qui porte, vous voyez, le petit enfant sur son bras. Alors ce qui est intéressant sur cet Hercule, c'est d'observer la surface de ce bronze. La surface est martelée, vous avez ces petits coups de marteau qui sont donnés après la fonte et qui donnent cette écorce masculine virile à notre Hercule. Ce qui diffère grandement d'autres bronzes, comme par exemple la Vénus pudique, que vous voyez là sur ce bronze, vraiment sortir des eaux. Et vous voyez sa peau qui est très lisse, très brillante, très souple. C'est la peau bien hydratée d'une jolie déesse qui sort des eaux et plus du tout le cuir du héros qui va affronter l'hydre de Lerne et tous les autres travaux que nous lui connaissons. Autre petit détail, l'Hercule et les autres bronzes de Fontainebleau sont couverts par des voiles de pudeur. Vous voyez ici une feuille de vigne triple épaisseur appliquée sur les parties intimes du héros. Eh bien, ce n'est pas là le fait de Primatis, loin s'en faut. C'est sous Louis XVIII qu'on décide de placer ces feuilles de vigne qui couvrent donc la masculinité de notre héros. Alors les bronzes de Primatis, lorsqu'ils sont réalisés, Primatis décide évidemment de les montrer à François Ier. Donc il faut un cadre digne d'une telle création et la première idée c'est de les mettre dans la galerie François Ier. Donc dans la galerie François Ier, on expose les bronzes de Primatis et se promenant une fois avec la duchesse d'Étampes, sa belle maîtresse, François Ier a un mot tout à fait galant à son égard qui nous est rapporté par l'ambassadeur Calcagnini. Il regarde le magnifique bronze de la Vénus pudique de Primatis et il dit à la duchesse d'Étampes que tout comme elle, cette Vénus a un corps parfaitement fait et qu'elle était absolument ravissante. Donc la duchesse est comblée d'un tel compliment, être comparée à Vénus, finalement, il n'y a pas mieux.
Mais il y a un autre épisode relatif à ces bronzes qu'il faut vous raconter. Un autre artiste connu, tempétueux, colérique, était présent à la cour de Fontainebleau dans ces années 1540, c'est Benvenuto Cellini, l'orfèvre florentin. Vous le savez, il a conçu pour Fontainebleau, même s'il n'y sera jamais installé, ce magnifique tympan représentant la nymphe de Fontainebleau couchée avec ses chiens et son cerf, ce magnifique bronze conservé au musée du Louvre. Et il a conçu également d'autres œuvres, notamment un Jupiter d'argent pour François Ier. Primatis et Cellini ne s'entendent pas du tout. À vrai dire, Cellini et la duchesse d'Étampes ne s'entendent pas très bien. Et alors que les bronzes de Primatis sont dans la galerie François Ier, eh bien Cellini, cette crapule, va décider d'exposer au même moment son Jupiter d'argent et qu'il munit d'une forme de socle à roulette, donc il peut faire rouler le Jupiter dans la galerie François Ier, qui est sous la lumière des flambeaux, vous l'imaginez, le flambeau et la lumière qui rebondit sur la surface de l'argent, ça fait un effet absolument extraordinaire, et il raconte tout ça dans ses mémoires avec moult détails et moult peut-être exagération de certains détails, mais donc vous le voyez, Fontainebleau, l'école de Fontainebleau, c'est aussi l'école des rivalités entre les deux premiers de la classe, l'orfèvre Benvenuto Cellini, qui juste après Fontainebleau se fera sculpteur, et le peintre Primatis, qui juste à ce moment-là, à son tour, se fait sculpteur. Nous sommes arrivés de l'autre côté de cette galerie des Serres et là encore nous sommes environnés par des châteaux amis, Compiègne ici, Coucy là et Folembray, château de Folembray qui a disparu, et derrière au fond eh bien, la perspective du domaine de Fontainebleau sous le règne d'Henri IV. Alors on voit tous les détails de ce que fut le château agrandi par Henri IV, digne successeur en cela de François Ier. On voit le Grand Canal, ce pari fou de réaliser le canal en juste quelques jours, ce grand canal qui mène vers la petite ville d'Avon, mais aussi le petit jardin insulaire, un petit jardin posé sur l'étang auquel on pouvait accéder par un petit passage particulier qui rejoignait directement l'appartement qu'Henri IV avait fait établir pour Gabriel d'Estrées dans le château de Fontainebleau. On voit le volume de la galerie des Serres et de la galerie de Diane au-dessus dans lequel nous nous trouvons. Bref, c'est véritablement le château sous le règne d'Henri IV. Et juste devant nous, à côté, eh bien, il y a un bronze absolument exceptionnel, alors qui ne fait pas partie de la même série que les bronzes précédents, qui n'a pas été fondu par Primatis pour François Ier, mais qui a été fondu par Barthélemy Prieur, d'après la célèbre Diane à la biche, la Diane chasseresse, donc on appelle aussi Diane de Versailles, mais qui pour moi est la Diane de Fontainebleau, et qui a été offerte par le pape Paul IV au roi Henri II en 1556. Et donc Barthélemy Prieur, très célèbre grand sculpteur maniériste, a fondu d'après ce modèle cette Diane. Et cette Diane, elle orne aujourd'hui, l'original est ici, mais une autre version fondue plus tard orne aujourd'hui la fontaine du jardin de Diane, juste à côté de là où nous sommes, dans le ancien jardin de la Reine du château de Fontainebleau, entouré par ces chiens qui sont fondus par Biard, un grand sculpteur également du début du XVIIe siècle.